Le groupe de femmes exilées que tu as rencontré, du coup, elles ont trouvé refuge à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Oui, Mathieu, ces femmes, ces enfants qui errent dans les rues à Paris sont souvent chassés en banlieue, par exemple en Seine-Saint-Denis. Ils sont souvent isolés, ils s'abritent sous des ponts, dans des métros, des parcs, au mieux sous des tentes fournies par des associations comme Utopia 56. Et à Montreuil, une centaine d'entre eux, surtout des femmes et des enfants, se sont réunis en un collectif, formé dans la rue avec l'aide d'habitants. On parlait de la solidarité qui existe aussi. Avec l'aide d'habitants et d'associations, ils ont réussi à mettre un toit sur la tête, un toit précaire parce que c'est un simple squat, parce qu'on le répète encore, le droit au logement est inconditionnel en France depuis 2009 et notre reportage démontre que ce droit n'est pas effectif. Avec Nassim Gomri, nous sommes donc allés à Montreuil où ces femmes ont trouvé refuge dans un ancien restaurant chinois abandonné depuis de nombreuses années. Ange, toute jeune maman, est l'une des porte-paroles de ce collectif d'exilés. Elle vient de Côte d'Ivoire, a accepté de nous raconter son parcours en France. La première des choses, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, parce que je suis descendue à la gare de Bercy, et ils m'ont dit d'appeler le 115. J'ai appelé le 115. La première question que le 115 m'a posée, Madame, vous avez des enfants? J'ai dit non. Vous êtes enceinte? J'ai dit non. Je suis seule. Je suis avec mon mari. Ils m'ont dit, ok, on ne peut rien faire pour vous parce qu'actuellement, l'urgence, c'est des familles et des femmes enceintes. Et vu que je n'étais pas enceinte, donc j'étais rien en France, qu'il a fallu dormir à la gare du Nord. En même temps, j'appelais le 115. Ils m'ont donné des accueils de jour où je vais passer la journée. Mais le soir, je suis livrée à moi-même. Je suis obligée d'être peut-être dans des métros. Quand je suis tombée enceinte, j'ai appelé le 115 encore pour leur dire que je suis enceinte. Ils m'ont dit, madame, attends 3 mois. Avant 3 mois, on considère que ce n'est pas une grossesse. Vu que ma grossesse avait 3 mois, ils m'ont dit, bon madame, vu que vous avez eu 3 mois maintenant, on considère que vous êtes une famille. Ils m'ont donné une nuit, après une semaine, 4 jours, une nuit. Mais entre ces nuits d'hôtel en hôtel aux 4 coins de l'Île-de-France, Ange enceinte a tout de même dormi à la rue. Et quand son bébé Mohamed est né, elle a aussi dormi à la rue avec lui. Il y a 1 mois de cela, j'ai fait 3 semaines à la rue. Et il a fallu ce squat pour que j'ai un toit où dormir. Sinon, j'allais être dans la rue. Son histoire, elle ressemble à celle de toutes les femmes ici. Et elles sont nombreuses. Nous sommes en tout 120 personnes. Il y a 15 personnes qui dorment là. Et là où nous sommes, il y a 10 personnes qui dorment ici. Et là aussi, derrière, il y a 15 personnes qui dorment là. Donc, en gros, il y a 35, 15, 30, 40 personnes qui dorment dans la première salle. Là, nous sommes dans la deuxième pièce. Ici, il y a 35 personnes qui dorment. Il y a des dizaines d'enfants dans ces 2 pièces, dont de nombreux bébés. Dans ce squat règne une grande promiscuité. La plupart des enfants sont malades. Depuis que j'ai accouché, il n'y a pas de repos. Pas de repos depuis l'accouchement jusqu'à aujourd'hui. L'enfant il a 5 mois et on est toujours comme ça. C'est pas du tout facile. Vous devez être très fatiguée. Très. La fatigue, on n'en parle pas. Les femmes enceintes sont épuisées physiquement, émotionnellement. Bientôt, il va accoucher encore dehors. Je dors en bas des tantis. On est venu ici. C'est pas facile pour moi. Donc, c'est comme ça. Et là, vous ne vous sentez pas bien, mais vous ne voulez pas aller voir le médecin, c'est ça? Mais on dit, on ne fait pas qu'on va sortir. Ils vont fermer ici. Il y a dormi où? Donc vous avez peur de partir, d'aller à votre rendez-vous et de revenir ici et que tout le monde soit parti? Ah, il est parti où? Je connais personne, c'est ma famille comme ça. Dans ce squat, le plus jeune bébé a 12 jours. Il s'appelle Amadou. Sa maman Afoussiata est arrivée ici 6 jours après son accouchement à l'hôpital de Gonesse. Moi, je me sens mal parce que ici, c'est pas bon pour moi avec mon niveau. La police aussi, ils disent qu'on n'est qu'à quitter ici. On va partir où ça encore? Le répit de ces mamans est précaire puisqu'un arrêté d'expulsion a été placardé sur la façade. Il faut dire que les lieux sont plus qu'insalubres malgré l'aide apportée par les habitants et des associations de Montreuil pour les aménager. Donc ici, c'est une pièce où le plafond s'effondre. Oui, le plafond s'effondre et ça s'est déjà effondré, mais pas en notre présence, en notre absence. Donc du coup, on a condamné ça pour ne pas que les enfants aillent jouer là-bas parce que c'est très dangereux. Le maire nous dit de sortir parce que c'est insalubre, parce que c'est
ça doit nous tomber dessus. Ok, on accepte. Nous-mêmes, nous savons que c'est insalubre. Mais qu'est-ce qu'ils proposent pour nous? C'est la question que se posent toutes ces femmes et qu'elles ont voulu poser à la mairie de Montreuil, qui a pris, on l'a vu, un arrêté d'expulsion, expulsion qui peut être décidée même en l'absence de solution d'hébergement pérenne. Le 10 juin, ces femmes sont donc allées ensemble demander des comptes et plaider leur cause auprès de la mairie. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Alors pourquoi tant de souffrance pour nous? Pourquoi tant de souffrance pour nous? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas écoutés juste parce que nous sommes noirs? Elles sont venues déposer un recours gracieux à la mairie pour obtenir quelques jours de répit face à l'inaction des institutions. Anna Rajmenbach, leur avocate, en témoigne. Alors la préfecture a été alertée aussi par les femmes, par les associations, par les avocates, par tout le monde. Mais pour le moment, la préfecture du 93 ne donne pas de réponse sur d'éventuelles solutions de relogement. Mais devant la mairie, elle trouve aussi porte close. Un membre du cabinet du maire vient quand même à leur rencontre. Ça sert à rien de filmer, moi je viens prendre des documents. Elles ne peuvent pas être reçues? Il n'y a personne pour les recevoir? Le maire n'est pas là. Lisez-moi votre courrier et je le remettrai en main propre au maire. Et après, vous me passerez des coordonnées et on vous tiendra au courant. Recours gracieux des habitants du squat avenue Pasteur, adressé à monsieur le maire. Nous sommes 120 personnes migrants avec et sans papier, majoritairement des femmes dont 13 sont enceintes, 23 enfants d'une semaine jusqu'à 12 ans. On voudrait tout de même pouvoir utiliser ce droit de rentrer et que ce soit signé à l'intérieur, avec 2 ou 3 personnes, avec nous. Après négociation, un petit groupe finit par entrer pendant que les autres patientes émues. À la sortie, la petite délégation est applaudie et le collaborateur du maire mis en garde. De toute façon, on va rester ici un petit moment, vous pouvez dire au cabinet du maire, là on est là, pour l'instant on ne va pas bouger, donc je suppose qu'il est dans Montreuil, il a tout à fait le temps de revenir. Comme ces femmes, Mediapart a été renvoyé d'interlocuteur en interlocuteur, de la préfecture d'Île-de-France à celle de Seine-Saint-Denis, du SAMU social de Paris à son homologue en Seine-Saint-Denis. Tous ont refusé de nous accorder un entretien filmé et il nous aura fallu 5 jours et plusieurs demandes pour que la mairie nous accorde enfin une interview. C'est l'adjointe au maire en charge des personnes migrantes qui a fini par nous répondre. Halima Manouch s'explique sur ces postes restés closes et le silence de la mairie. Les portes ne sont pas fermées. Moi, j'attendais un peu de voir comment les choses allaient avancer côté État avant de pouvoir engager des discussions avec elles, parce que je veux pas créer de l'espoir. Je veux pas dire à ces femmes que des solutions vont être trouvées. Qui est responsable de cette situation, de votre point de vue ? De mon point de vue, c'est l'État. Elles ont été chassées de Paris. Elles avaient fait l'objet de traques policières. Elles étaient refoulées de parc en parc, d'arrondissement en arrondissement. Et puis, elles se sont retrouvées sur un parc, ici à Montreuil. Et ensuite, elles ont été poussées à squatter ce lieu totalement dangereux et insalubre. Est-ce qu'il y a des solutions d'hébergement d'urgence qui sont prévues pour tous ces exilés ? Écoutez, l'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État. Elle est défaillante. Elle ne veut plus, en tous les cas, répondre à ce sujet. Elle laisse les collectivités territoriales seules face aux crises humanitaires. Nous, on fait comme on peut. On est plusieurs villes de gauche, je dis bien de gauche, à prendre ses responsabilités. C'est pas seulement les territoires de gauche qui vont accueillir et qui vont devoir accueillir. Je veux dire, l'accueil, elle doit se faire sur tous les territoires et à l'échelle nationale. À ce jour, ces femmes n'ont toujours pas été reçues par la mairie. Elles se sont donc à nouveau débrouillées toutes seules. Elles ont trouvé un nouveau refuge dans des bureaux vides, toujours à Montreuil. Mais là aussi, elles pouvaient être expulsées dans les 48 premières heures de leur installation. Vous avez quand même eu 2 journées d'angoisse, à craindre l'arrivée de la police à 6h du matin. À stresser, à ne pas dormir, à rester éveillé, en même temps gérer les enfants, tout ça. Nous avons craint que la police arrive, que la mairie arrive, que la préfecture arrive, que tout le monde et n'importe qui arrive en même temps pour nous expulser, oui.
On a rencontré Daouda qui vient de Côte d'Ivoire, il a 11 ans et demi. Il est arrivé en France il y a 3 mois. Il nous parle à hauteur d'enfant de cette vie précaire en France. J'aimerais avoir des maisons comme des autres. Et où est-ce que tu as dormi en France? Dans la rue, sous la tente? Ouais, beaucoup de fois. Je ne me sentais pas là-bas. Nous tous, on était malades. Là-bas, c'est ça, on est venu dans l'autre squat et puis on est venu ici encore. Je ne veux point revivre dans ça, je ne veux plus revivre dans ça. C'était l'image de la France que tu avais avant de venir? Tu pensais que ça allait être si dur? Ah bah non, je pensais que ça allait être facile, mais là, elle est dure, la France. Ce pays, elle est bon, mais avant d'avoir le logement, tu as vu tout avant de voir la maison. Tu es fatigué, tout. À ce jour, Daouda, comme la plupart des enfants du squat, n'est pas scolarisé. Son papa explique avoir essuyé plusieurs refus d'inscription de mairie à Paris ou à Montreuil. En France, la scolarité est pourtant obligatoire pour tous les enfants, qu'ils soient français ou non, avec ou sans papier, dès 3 ans. On a eu aussi des nouvelles récentes de ce collectif. Il est convoqué devant le tribunal de Montreuil le 6 juillet, car le propriétaire de ces bureaux vides demande une expulsion sans aucun délai. Malgré leurs difficultés, ces femmes ne sont pas complètement abandonnées. Médecins du Monde y est allé. Il y a aussi des acteurs sociaux comme l'association Solipam, Solidarité Paris Maman, qui est chargée de suivre particulièrement ces femmes enceintes et ces bébés en très grande difficulté. Et on va écouter Clélia Gasquet de cette association, qui confirme le récit de ces femmes comme étant la norme. On peut suivre des femmes qui vont avoir jusqu'à une 20aine ou une 30aine d'hébergements pendant une grossesse. On a rencontré il y a peu une femme qu'on accompagne qui a connu 130 hébergements en 1 an. Ça veut dire que tous les 3 jours, elles changent d'hôtel. Elles peuvent, par exemple, être avec leurs enfants scolarisés, enceintes, enfants scolarisés à Paris. Elles vont mettre parfois jusqu'à 2h30 de transport en commun pour se rendre sur le lieu de scolarisation de leur enfant. On a des situations de rue, on a des familles de 5 personnes qui dorment dans leur voiture. C'est des femmes qui peuvent avoir été hébergées chez des tiers. Elles vont dormir dans les gares, dans les parkings. Elles sont assez invisibles, ces femmes, différemment des campements d'hommes sous tente qu'on peut voir, même si on voit de plus en plus des campements de familles émerger aussi dans la rue. Et cette précarité les expose aux pires situations. La moitié d'entre elles déclarent des violences dans le pays d'accueil, c'est-à-dire la France, chez nous. Quel type de violence subissent-elles ? Par exemple, quand on leur demande de se déplacer, il faut savoir qu'un ticket de métro, ça se monnaie contre une fellation. Voilà, ça c'est un type de violence quotidien. Vous voulez emmener vos enfants à l'école, vous n'avez pas de ticket de métro, potentiellement vous pouvez le négocier contre une fellation.